La guerre souterraine, elle est menée par les bateaux, elle est évidemment menée par les officiers du FSB, et ce sont les révélations faites par vous, Cyril Gipter, avec l'Express, mais aussi simultanément par une série très intéressante du journal Le Monde, notamment quand le KGB infiltrait le journal Le Monde. Il y a des soupçons sur d'anciens dirigeants de presse, sur d'anciens dirigeants économiques, politiques. Qu'est-ce qu'on révèle, qu'est-ce qu'on apprend encore aujourd'hui en 2024 sur l'infiltration historique? Parce que ça remonte même aux années 60. Je vais vous donner un exemple concret. Vous aviez tous les anciens de la DST qui disaient non, notre service n'a jamais été infiltré. Quand je voyais les archives Mitrokhin, je voyais, oui, ils ont été touchés eux aussi. Et entre autres, Le Monde dévoilait le nom d'un officier de la DST qui était en poste à Berlin de 53 à 61 et qui balançait des informations aux soviétiques. J'ai fait même encore pire. Donc la sécurité du territoire, la DST. Oui, l'antenne à Berlin. Mais j'ai fait encore pire dans l'interview de l'Express qui est paru tout à l'heure, puisque j'indiquais que les Russes, d'après les archives Mitrokhin, auraient recruté M. Adam Malik. C'était l'ambassadeur d'Indonésie en URSS, années 60, qui ensuite est devenu ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie, puis vice-président de l'Indonésie sous Suharto, mais il ne précise pas s'il le traitait toujours ou non. Parmi les autres révélations du Monde, vous avez donc des tentatives de recrutement d'un officier de la DGSE. Soit en passant, il y en avait un autre dans les archives Mitrokhin. Je ne sais pas pourquoi ils se sont concentrés sur un seul. Bon, pas tant pis. Vous aviez aussi des journalistes au Monde qui sont mentionnés, des hommes politiques. Bon, ils reviennent sur Pierre Sudreau. Nous avions beaucoup parlé de lui dans l'article de l'Express que Étienne Girard a signé. Donc c'était quand même assez diversifié. Claude Estier, voilà. Oui, Claude Estier, qui était un grand hiérarque socialiste proche de François Mitterrand à l'époque, qui n'a jamais été ministre d'ailleurs. On a soupçonné que Mitterrand avait borné un peu sa carrière, sachant que il sentait un peu le souffle. Et justement, il faut lire très attentivement les mémoires de Claude Estier. C'est très intéressant. Vous voyez. Il a toujours nié. Ah oui, il a toujours nié. Mais par contre, quand vous lisez ses mémoires, vous voyez bien sa tendance politique pro-communiste, voire tiers-mondiste. Je vous donne un exemple très simple. Quand il fuit pendant la Seconde Guerre mondiale, il dit « Je vais m'adresser à telle personne pour passer en Sud ». Quand vous regardez la biographie de la personne, c'est un membre du Parti communiste. Il ne précise pas comment il le connaît, pourquoi il s'adresse à lui, etc. etc. Charles Hernu, non ? Non. Avec quel résultat? Parce que, évidemment, souvent, il y a des efforts considérables de ces États. Vous dites la CIA, par exemple, elle fait beaucoup d'efforts aussi. Oui. La CIA, nous avons beaucoup moins de détails, nous en avons un petit peu. Vous avez, au total, 2-3 officiers de la CIA en poste à Paris qui ont écrit leur mémoire, qui racontent l'ambiance à Paris en disant que c'était facile d'espionner par rapport au travail derrière le rideau de fer. Ils n'entrent pas dans les détails, mais je ne serais pas étonné, effectivement, qu'il y ait eu de gros dégâts. Je cite aussi dans l'article une mesure active des Ukrainiens qui étaient dirigés contre nous pour discréditer des militaires, des anciens officiers du renseignement français qui, soit dit en passant, étaient pro-russes. Certains, je sais qu'ils étaient pro-ukrainiens. Est-ce que ça a des résultats, tout ça? Parce qu'on se pose la question, c'est très bien, parce que ça demande beaucoup d'efforts de la part de ces puissances, et toutes les puissances le font. Oui. Mais est-ce que ça marche? De recruter ou de faire... tout ça. Est-ce qu'à l'arrivée, ils arrivent à avoir vraiment des informations? Alors, l'information, elle est utile quand vous arrivez à bien l'utiliser. Ça, c'est la première chose. Je vous donne un exemple très simple. Quand vous avez la crise de Berlin, fin des années 50, soudain les soviétiques lâchent. On découvre après coup pourquoi. Parce qu'ils avaient une taupe au Pentagone, le colonel Wallen, qui leur a dit « Les Américains iront jusqu'au bout ». Bon, les soviétiques se sont dit « Ça sert à rien d'assister, on lâche ». Ensuite, mesures actives... très peu de mesures actives sont efficaces. C'est rare. Des informations. Des informations. L'une des rares, en fait, c'était si rare que le KGB envoyait une note spécialement à la hiérarchie pour dire celle-là a eu du succès. L'une des rares qu'on peut citer, c'est celle qui affirme que le sida aurait été créé dans les laboratoires américains, qui continue à tourner en plus aujourd'hui encore. Je la voyais encore il y a quelques années avec un soi-disant rapport du Congrès qui était complètement faux. Un cas extrême, c'est de l'histoire, mais ça permet simplement de remettre Georges Pack, maintenant il est bien oublié, mais il a été un personnage important. Il a été un résistant, il a été... voilà. Et il a été... Il n'était pas communiste. Il n'était pas communiste, mais il a été proche de milieux notamment qui avaient été dans Normandie, Yémen. Oui, il a dirigé l'information de l'OTAN. C'était le porte-parole de l'OTAN. Donc il était très introduit. Il y a eu une réquisition pour la mort, parce que c'était la haute trahison. Tout ça s'est perdu dans les sables. Tout le monde sait, c'est le mythe Topaz, voilà, qui est ce fameux film que tout le monde connaît, qui raconte justement l'infiltration des services français par les soviétiques, vus par les Américains. Et c'est un film qui a été fait par Hitchcock, donc il a quand même avec Cary Grant, donc c'est quand même pas toute la période post-Seconde Guerre mondiale. C'est ça. Donc il y a eu une évangélisation de l'URSS énorme, notamment par les intellectuels français, il faut le dire. Oui. J'ai sous les yeux la note des dégâts qu'avait fait Pack, parce que j'avais récupéré cela aux Archives nationales. C'est conséquent. Des documents sur les programmes
de guerre psychologique de l'OTAN. En France, nous avions notre propre programme de guerre psychologique pour l'Afrique du Nord. Il était dans le comité qui travaillait dessus. Ajoutez-y, alors là, bon, j'ai le document sur les yeux, je ne vais pas tout vous lire, c'est surtout beaucoup de guerre psychologique, des discours, politique militaire de l'OTAN, rapport sur la situation en Europe orientale et dans la zone d'occupation soviétique d'Allemagne, rapport de 1963, les notes du SDEC, les télégrammes d'ambassadeurs, enfin, c'était une catastrophe. Et vous avez face à lui le général Richoux qui a été attaché militaire à Berlin, mais qui n'a pas été officier de renseignement. Alors c'est du renseignement ouvert, si. Oui. C'est-à-dire... Il lisait le journal. Attentivement. Attentivement, bien sûr. Ouais, peut-être pour prolonger la réponse sur l'efficacité de ce genre de personnage. Je pense que ça dépend beaucoup où ils sont installés. Évidemment, j'imagine que quand on est au cœur de l'organisation de l'OTAN, ça peut être extrêmement précieux. Après, pour les intellectuels, parce que dans ces enquêtes successives, il y a eu des noms qui ont été donnés, dont celui de Philippe Grimbach, par exemple, dont l'honnêteté m'oblige à dire qu'il a terminé directeur adjoint de la rédaction du Figaro. C'était au début, dans la deuxième moitié des années 80. Bon, le Figaro n'est pas devenu communiste pour autant. Donc, je pense que tout dépend de où est-ce qu'on débauche des gens. Mais ce qui est intéressant, c'est que Philippe Grimbach, qui était donc le bras droit de Jean-Jacques Savant-Schreiber à l'Express, l'Express, qui était le magazine très influent de l'époque, de l'élite intellectuelle pour l'indépendance de l'Algérie, mais aussi notoirement anticommuniste, notoirement atlantiste, notoirement anti-gaulliste. Donc c'est vrai qu'on vient à s'interroger quelle était l'influence de Philippe Grimbach dans un journal comme celui-ci. Parce qu'on a un peu tendance à tout mélanger. Mais en fait, il y a différents types d'agents. Les agents d'influence sont chargés de faire de la propagande plus ou moins discrète. Mais il y a des gens qui sont recrutés pour faire du renseignement. Voilà. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas. Donc, grosso modo, leur boulot, c'est d'être des caméléons et on s'en fout. C'est d'avoir accès aux informations qui intéressent les Russes. Et pas pour influencer la rédaction. Donc après, c'est vrai que quand on voit les journalistes, etc., c'est une chose, mais s'ils ont accès à un certain nombre de dirigeants politiques, c'était le cas d'Estier, qui faisait partie du premier cercle quand même et qui savait qu'ils pouvaient en amont être au courant des prises de décision politiques et qui pouvaient peser sur des prises de décision politiques. Il y a un travail extrêmement fort en général qui est fait sur les scientifiques, parce que là pour le coup c'était une des lignes d'opération des soviétiques qui était important, qui était l'espionnage économique pour pouvoir progresser. Est-ce qu'il y a eu des choses d'indulgence? Ce que disait tout à l'heure Margot, c'est à savoir qu'il y a quand même beaucoup d'intellectuels français, de personnalités qui ont été pro-maoïstes, pro-staliniennes. Et c'est révélateur. Tout à l'heure, je disais en riant, vous avez été trotskiste dans votre jeunesse. On en parle aujourd'hui comme presque comme d'une coquetterie. Alors que si on disait il a été nazi, parce que on a l'impression, alors que Trotsky, c'est évidemment très grand criminel, Staline, très grand criminel, Mao, très grand criminel. Ça a été, bien sûr. Voilà. Et c'était l'expression du rejet du nazisme pour eux à l'époque. C'est-à-dire que c'est là où c'est très, dans la psychologie, c'est très intéressant de se mettre du côté de ces intellectuels français, que ce soit Breton qui a écrit un poème sur Staline, Breton aussi, Éluard, Sartre, bon voilà. Attendez, d'accord, mais Mao, on peut dire qu'ils étaient maoïstes par opposition à nazi. Dans la trilogie de François-Olivier Gisbert, dans sa première partie, il raconte ses années au Nouvel Obs et à quel point les journalistes étaient perméables à ces idées-là et que c'est Solzhenitsyn, la publication de Solzhenitsyn, l'archipel du Goulag, qui a changé la mentalité. Et c'est à ce moment-là que certains journalistes ont décidé de dire stop. Mais pendant un certain temps, sous toute cette évangélisation de l'URSS, même si Gide a fait mea culpa dans son retour du URSS, vraisemblablement, pendant des années, ça restait une sorte de mythe et sacralisé. Alors oui, je dirais l'URSS, c'était quand même lié à un certain romantisme, on avait la fiction, que c'était devenu le pays de la liberté, etc. Bon, après, à partir des années 50, c'est plus compliqué, mais auparavant, c'était quand même possible. Voilà. Mais surtout, l'URSS, c'est un vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale. Donc le narratif n'est pas le même. Alors, les nazis, c'est les méchants, eux, c'était les vainqueurs, et après, ils ont pris la moitié de l'Europe dans l'indifférence absolue, et c'est resté des vainqueurs fréquents
fréquentable. Donc il y a la moitié de l'intelligentsia européenne qui est restée perméable aux idées de l'URSS. On avait quand même, après la guerre, un parti communiste qui frisait les 30%, si je me souviens bien, à peu près en 1945. Voilà, donc, et cette marque-là, vous avez raison de le rappeler, d'ailleurs, 2025, ce sera la commémoration de, notamment, la libération d'Auschwitz par les soviétiques en janvier, 27 janvier. À Berlin, ils vont commémorer la chute de Berlin sous les coups de l'armée rouge, qui elle-même était une armée très criminelle, mais enfin, il fallait choisir entre Staline et Hitler. Oui, mais enfin, à mon avis, ça n'exempte en rien les intellectuels français de l'après-guerre, qui étaient tous communistes. Sinon, si vous l'étiez pas, vous étiez un chien, comme avait dit l'un d'entre eux, et que leur ennemi. C'était plus Hitler qui avait été, grâce au ciel, abattu depuis longtemps. C'était les démocraties occidentales. C'est pour ça que moi, je pense qu'on ne peut avoir aucune indulgence pour ces gens, parce que ils allaient. Ils se sentaient plus proches de Moscou que de Paris, où il y avait un régime qui était parfaitement démocratique, alors qu'ils avaient sous les yeux le rideau de fer. Je veux dire, il suffisait d'aller se promener à la frontière pour voir ce qu'était cette réalité. Et cette cécité est ahurissante, et je pense que si ces gens-là ne s'étaient pas parés d'une casquette de gauche, aujourd'hui on serait beaucoup plus sévère avec eux. Il faut lire un livre extraordinaire de Cécile Vessier sur les voyages de Sartre en Union soviétique, qui a une indulgence hallucinante. Et ceux de Simone de Beauvoir, c'est insupportable. Mais insupportable. attention, parce que je pense qu'on confond toujours deux choses, qui est... La plupart des espions soviétiques qui travaillaient en France n'étaient pas recrutés au Parti communiste. Il y a une différence entre l'adhésion idéologique et effectivement les agents d'influence que pouvaient être les communistes. Il y en avait aussi, qui étaient des agents, mais qui eux-mêmes recrutaient les gens. Et la plupart des gens qui ont été recrutés comme agents des soviétiques par des officiers de renseignement soviétiques, ils s'en foutent de savoir si les gens sont de gauche, de droite, etc. Ils utilisent l'argent, ils utilisent le sexe, ils utilisent l'ensemble des moyens à leur disposition pour obtenir des effets d'agents de renseignement. Donc eux, ils s'en foutent de l'idéologie. Ils peuvent prendre un gars d'extrême droite, d'extrême gauche, c'est pas un sujet pour eux. Et la plupart des recrues dont on parle et qui sont cités là sont pas particulièrement des militants. C'est pas ça leur sujet. Et ça peut être des gens qui étaient en fait, leur problème, c'est d'avoir des accès. Donc ils se foutent complètement de savoir. Et s'il faut passer par un parti, par un autre, machin, parce que le parti vous donne de l'entre-gens, c'est ça qu'ils vont faire. C'est pas de l'idéologie, le renseignement. Donc il faut pas tout mélanger. Oui, mais ça dépend. Entre les années 30 il y a quand même un certain nombre d'espions. Enfin, il y a un expert autour de cette table, mais il y a quand même un certain nombre d'espions qui ont trahi leur pays, leur armée, par conviction, parce qu'ils étaient profondément communistes. Par exemple, dans les années 30 à 50, c'était plus facile vraisemblablement à Oxford, Cambridge, de recruter idéologiquement. Mais après les années 50, c'est quand même compliqué. On va revenir sur les documents qui viennent tous d'être cités, qui sont intéressants justement. C'est l'affaire Mitrokhine. On voit tous ceux qui sont référencés et qui se permettent là de dire qu'ils ont été recrutés par le KGB. Et ils sont tous payés. C'est-à-dire qu'il y a, c'est pour l'essentiel, et d'ailleurs on voit des sommes assez importantes, puisqu'en plus il y a des primes qui sont données en fonction de la qualité du renseignement. Expliquez ça, combien? De mémoire, l'un c'était dans les 3 000, 4 000, alors je ne sais plus si c'était en prime annuelle ou si c'était par mois. Par mois, avec des primes sur le renseignement. À quelle époque? Années 70. Dans les années 70. Donc c'est quand même une vraie somme. Oui, c'est mais je vais juste nuancer légèrement. Effectivement, il y en a beaucoup qui étaient un peu des mercenaires, donc c'est pour l'argent. Alors il y en avait aussi quelques-uns qui étaient plutôt pro-soviétique ou un peu pro-communiste et qui oui, Jean Clémentin typiquement, c'en est un exemple. Au Claude Estier, c'en est un autre. Oui, mais ça ne les empêchait pas d'être tenus par autre chose. Grimbach, j'ai l'impression que c'était plus par idéologie au début et ensuite l'argent, années 70. Je pense qu'il y a eu de ça. Mais juste pour rebondir rapidement sur ce que disait notre cher collègue du Figaro, toujours se rappeler cette formule de Cédar Senghor: quand j'envoie mes étudiants à Moscou, ils me reviennent anticommunistes. Et quand je les envoie à Paris, ils me reviennent communistes. Les envoyer à Lumumba qu'à la Sorbonne, ça c'est sûr qu'il y avait. Prenons rendez-vous.